y aller dans quelques secondes. Vous pouvez y aller. On n'a pas le son. Vous avez le son? Non, on n'a pas de son. Vous n'avez pas le son? Vous pouvez activer le son. Les informaticiens, vous pouvez activer le son. C'est à vous de le faire. Quand vous faites partage de documents, il faut cliquer sur inclure le son de l'ordinateur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Hop. En direct. Partage. Je ne vois plus votre partage. J'attendais. Hop. Voilà. En présentation. Arrêtez la présentation, donnez le contrôle. Donnez le contrôle. Je vous donne le contrôle si vous voulez. Ça n'apparaît plus le son. Ça se fait dans Teams au niveau du... Teams. Je suis dans Teams. On l'avait tout à l'heure. Partage impossible du contenu audio du système. Arrêtez de partager audio du système en raison d'erreurs. Ok. Alors... Vous avez le son? D'accord. Et tu fais Vous avez le son? Ouais. Gilles, tu m'entends? Oui. Est-ce que vous avez le son? Tu m'entends? Oui. Là, vous n'avez pas partagé. Les informaticiens, vous avez le son ou pas? Non, vous Sophie, n'êtes si pas tu en train de m'entends, c'est ma partager. présentation. Je vais en César, peut-être code rouge. Ok. Est-ce qu'on a le son? On a un retour des informaticiens? C'est bon. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence. Vous avez le son ou pas? Parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre. Parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu. Parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018,
Nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, Endo-France a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milo œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'Endo-France, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir. Bonjour à tous et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation qui va vous parler des techniques de chirurgie mini-invasive pour l'endométriose rectale notamment, entre autres, parce qu'il y aura d'autres thèmes qui seront abordés tout à l'heure. Je suis Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France. Ma caméra ne fonctionne pas, donc je suis désolée, ça vous oblige à être un peu plus attentif et à écouter. Je voulais remercier tout d'abord les Hospices civils de Lyon et Monsieur Bernard en particulier d'avoir souhaité organiser cette séance d'information. C'est quelque chose, ce dont il va vous parler, c'est quelque chose qui est assez novateur et qui peut aider plus d'une patiente. Donc c'est vraiment important que cette information circule maintenant. Je voulais vous dire que Chloé est présente également. C'est une bénévole qui est sur l'équipe régionale Rhône-Alpes, à Lyon précisément. Donc lorsqu'un jour le présentiel reprendra, vous aurez peut-être l'occasion de la rencontrer pour diverses manifestations. Et puis, peut-être juste compléter quelques chiffres qui ont été dits dans ce clip de présentation. Aujourd'hui, Endo-France est animé par 120 bénévoles répartis sur toute la France. Nous avons plus de 2610 adhérents et nous avons versé plus de 200 000 € à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche clinique et fondamentale dédiée à l'endométriose. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Bernard. Il va vous parler de ces ultrasons qui permettent d'intervenir sur certaines lésions d'endométriose. Il va vous expliquer tout cela. Ce que je vous propose, c'est de laisser les différents médecins s'exprimer. Nous allons noter vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet questions-réponses en haut avec le petit point d'interrogation. N'hésitez pas à y inscrire vos questions. Chloé et moi vous y répondons par écrit si cela ne traite pas spécifiquement du sujet. Mais bien sûr, nous poserons ensuite, une fois que les interventions, les différentes interventions seront terminées, nous pourrons poser vos questions à l'oral et vous obtiendrez vos réponses. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, une belle information et je laisse la parole à Monsieur Bernard. Pour cette introduction. Donc moi, à mon tour de faire quelques remerciements. Tout d'abord, bien sûr, la communication des Hospices civils de Lyon qui effectivement nous ont permis aussi d'organiser cet événement. Et je tiens également à les féliciter puisqu'ils ont obtenu tout récemment, il y a quelques jours, le Grand Prix de la communication hospitalière. Donc je crois que on peut que les féliciter. Je veux aussi remercier le service informatique sans qui on n'aurait pas pu organiser cet événement grâce justement à leur possibilité d'ouvrir cette plateforme à de très nombreux et nombreuses participants.
l'équipe et puis enfin bien sûr l'équipe médicale et paramédicale du service que j'ai la chance de diriger, et notamment les 3 personnes qui vont intervenir avec moi ce soir. Je pense à Sophie Varimbourg, à Audrey Aquin, radiologue, et puis le docteur Charles-André Philippe. Je veux également, bien sûr, remercier Endo-France. Et Endo-France collabore depuis longtemps dans le service et nous soutient, vous l'avez dit, Madame Cando, sur plus de 200 000 € versés pour le soutien à la recherche. Et je tenais à vous remercier tout particulièrement pour le projet endométriose et douleur, Endodol, qui est ce projet qui est dont l'investigatrice principale est le docteur Patricia Branche, à laquelle on collabore bien entendu. La psychologue est Marie Desmaïs, et c'est donc l'évaluation des pratiques nouvelles périopératoires et non médicamenteuses dans l'endométriose, au carrefour entre la gynécologie et la douleur chronique. Et l'objectif de cette étude est d'évaluer le bénéfice d'une prise en charge psychologique de groupe et corporelle sur la qualité de vie globale des patientes atteintes d'endométriose et ayant nécessité une prise en charge chirurgicale ou qui vont bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Donc, vous nous avez aidé à hauteur de 15 000 € sur un total de 80 000 €. C'est une étude qui est en cours, un peu perturbée par le Covid, comme toutes les réunions de groupe sont quand même difficiles, mais on maintient le cap. Et donc, on voulait vraiment vous remercier pour votre soutien et l'organisation aussi de ce webinaire ce soir. Avec plaisir. Merci. Le programme, donc, je vais vous parler des ultrasons focalisés. Audrey Aquin, donc radiologue, vous parlera d'une technique très innovante, puisque nous avions retrouvé qu'un cas dans la littérature. C'est un traitement par radiofréquence des endométrioses de paroi. Les ponctions alcoolisation des kystes endométriosiques sur la préservation de la réserve ovarienne, où en est-on actuellement par rapport à la technique chirurgicale conventionnelle que sont les célioscopies le plus souvent. C'est le docteur Sophie Varimbourg. Et puis donc les perspectives de traitement de l'adénomiose, et ça c'est le docteur Charles-André Philippe, qui est également gynécologue comme Sophie Varimbourg dans le service, qui vous fera cette présentation. Donc, la prise en charge d'endométriose rectale par ultrason focalisé, où en est-on? Je crois ça a donné beaucoup d'espoir à bon nombre de patientes. Je crois qu'on vous devait finalement de vous communiquer les résultats et vous dire un petit peu où on en est depuis finalement le début de cette étude en 2015 et la fin de l'étude en 2018, et vous dire exactement les perspectives. Alors, pour faire très simple sur les ultrasons focalisés à haute intensité, nous avons en fait un transducteur qui est une source d'ultrasons focalisés à haute intensité. Et pour faire très simple, c'est comme si vous aviez 16 sondes d'échographie rassemblées en une, et donc avec des intensités d'énergie qui sont beaucoup plus élevées que sur une simple sonde d'échographie, si bien que ces 16 sondes d'échographie les unes à côté des autres vont permettre de renvoyer des ultrasons qui vont être toutes focalisées sur la zone d'intérêt, la zone que l'on cherche à traiter, et en l'occurrence le nodule d'endométriose rectale. À la différence des ultrasons classiques en échographie, où les faisceaux d'ultrasons sont parallèles les uns des autres, là, les faisceaux ultrasonores, ils vont tous converger sur la même zone d'intérêt. Donc, en gros, 16 sondes d'échographie avec une énergie plus importante et qui est toute focalisée sur la zone d'intérêt. Si vous allez remarquer, si vous voyez sur ce premier schéma, la température, en fait, au point de focalisation des ultrasons, elle atteint 80 à 85 degrés, mais c'est vraiment sur la zone de focalisation et à proximité. Et toute la partie au début de la source, à la proximité de la source d'ultrasons à haute intensité, les ultrasons ne sont pas suffisamment focalisés pour entraîner une élévation importante de la température et un risque pour les tissus partagés, pour les tissus qui se trouvent entre le transducteur et la nodule d'endométriose. Pour information, vous voyez la petite zone rouge, la zone de traitement, elle fait 1,7 mm par 5 mm, ça correspond à peu près à un grain de riz. Chaque zone de focalisation correspond à un grain de riz. Et donc on monte à 80-85 degrés. Pour vous illustrer le faible risque de lésion des tissus traversés quand on est à proximité du transducteur, je vais vous passer une petite vidéo. Vous avez une plaque ici de plexiglas de
d'un médecin qui passe entre le faisceau ultrasonore qui est délivré par cette coupole dorée. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a aucune lésion sur la main, aucune souffrance. Et bien sûr, et sur la plaque de plexiglas, vous allez voir qu'elle est en train de fondre. On a ici la plaque de plexiglas qui fond. Et vous voyez, la personne passe sa main dans le faisceau ultrasonore, qui est un faisceau extrêmement puissant, puisque c'est une machine qui permet de traiter les fibromes. Mais vous voyez, la plaque de plexiglas fond, et lui ne ressent aucune gêne particulière. Donc l'idée, finalement, c'est de brûler les tissus, les dévitaliser. Ces tissus d'endométriosique actifs, aucune cellule ne survit à une température de 80-85 degrés. Par contre, la zone de traité va se transformer en un tissu fibreux, inactif, insensible. Alors, vous avez comment le principe du traitement, vous l'avez, je pense, pour beaucoup d'entre vous vu. On va utiliser un traitement par voie endorectale. C'est la sonde qui est utilisée pour le traitement du cancer de la prostate. Et donc, le premier temps va être, vous voyez, la sonde est introduite par voie endorectale. On a ici le vagin, et bien sûr, on met juste une pince sur le vagin pour maintenir l'utérus pour pas qu'il bouge. Et donc, le nodule va être repéré tout d'abord en échographie parce que cette sonde Focal One, elle a en son centre une cellule d'échographie qui permet de visualiser le nodule d'endométriose. Donc, on va définir comme ça, dans le premier passage, la limite supérieure de la lésion, la limite inférieure, la limite interne, la limite externe, et puis la profondeur de la lésion et définir un volume de traitement. Donc ça, c'est le balayage échographique en premier. Et puis ensuite, une fois que nous, les médecins, nous allons définir les limites de traitement dans le volume que nous avons prédéfini. Et donc, dans ce nodule, la machine va nous dire, j'ai besoin de traiter, de faire 20, 30, 40, 50 tirs. Et vous verrez que ce qu'on va vous montrer, c'est que ce nodule, il est découpé en plusieurs tranches. C'est-à-dire que on a fait un volume, on a inclus le nodule dans un volume de traitement, et ce nodule est découpé en habituellement 5, 6, 7 tranches, espacées de 1 à 2 mm les unes des autres. Et donc, sur chaque tranche, on va avoir un nombre de tirs défini automatiquement par la machine. Le traitement se fait sous rachi-anesthésie, mais il peut être fait sous anesthésie générale. Ça dépend vraiment du souhait de la patiente, de l'expertise des équipes, de l'organisation. Donc, peu importe, sous rachi-anesthésie ou sous anesthésie générale. Vous voyez ici une patiente en décubitus latéral, et donc on a un petit fil qui permet de fixer l'utérus. Vous voyez une pince qui permet de fixer l'utérus pour pas le mobiliser. Quand la sonde se mobilise, comme ça l'utérus reste bien en place, ça permet de ne pas modifier les repères de traitement. Et puis la sonde Focal One, vous voyez, avec son support, et la console où on a un traitement bien sûr qui est contrôlé en temps réel par le praticien. Et là, c'est le docteur Sophie Warenbourg qui est aux commandes. Ce que je vous ai montré ici, vous voyez, imaginez ce petit dessin en dessous délimité par un trait bleu, c'est donc là, le nodule d'endométriose. Ce nodule d'endométriose, donc nous les pratiques, c'est sur une tranche de section, il va y en avoir à peu près 5 à 7, comme je vous l'ai dit, successives, et sur chaque tranche de section, on va avoir comme ça la machine, on délimite le nodule, c'est nous qui mettons les petits points bleus que vous voyez, et la machine ne pourra pas dépasser ces zones de traitement. Par contre, dans cette zone, la machine va nous dire, moi, je vais pouvoir mettre 25 points, et c'est ces 25 points qui correspondent chaque fois à un volume correspondant de traitement d'un grain de riz. Donc, vous voyez, les traitements vont superposer les uns les autres, les uns à côté des autres, et une fois que la tranche de section a été traitée en totalité, on va passer à la tranche supérieure. Tous les traitements vont être faits, puis à la tranche encore supérieure. Et donc, on a, je vous dis, en moyenne, entre 5 et 7 à 8 tranches de traitement. Voilà un exemple de traitement. Vous voyez, c'est la lésion que vous voyez tout à l'heure. Donc, la limite, nous avons défini la limite de traitement. Le nodule d'endométriose, on ne le voit pas très bien parce que j'ai coupé pile en plein traitement. Le nodule d'endométriose, il est au contact de la paroi rectale. C'est une espèce d'image en sablier au sein de la zone délimitée par le bleu. Et donc, chaque point rouge est une zone traitée. Et donc, ensuite, la machine va, vous voyez, traiter les points les uns à la suite des autres successivement. Et ça prend, vous voyez, en moyenne 1 seconde par tir. Donc, vous voyez, en moyenne, là, on sera à peu près 20-25 secondes pour traiter cette tranche. Au début, on a peu de tirs, bien sûr, puisqu'on est sur la partie basse de la lésion. Puis après, on a la partie principale où on a en moyenne 2 à 3 rangées de traitement par tranche. Et puis ensuite, ça rentre petit à petit, puis le nombre de tirs diminue. Alors,
Nous avons donc terminé bien sûr la première étude pour laquelle on avait communiqué sur cette première mondiale. Nous avons inclus 23 patients dans cette première étude et nous avons pu malheureusement en traiter 20, donc 3 patientes n'ont pas pu être traitées par cette technique. Les localisations des lésions endométriosiques digestives qui ont été traitées, nous avons traité 8 patientes qui avaient des lésions du moyen rectum, c'est-à-dire entre 5 et 10 cm de l'anus. Nous avons inclus 8 patientes, pardon, et ces lésions étaient entre 5 et 10 cm par rapport à l'anus, et 7 patientes ont pu être traitées. Les lésions du haut rectum, c'est-à-dire des lésions qui sont entre 10 et 15 cm par rapport à l'anus, 12 patientes, et 12 patientes ont pu être traitées. On est dans la zone qu'on appelle un peu vulgairement l'ampoule rectale, et c'est là où finalement on peut très facilement gonfler le ballonnet qui permet d'optimiser le traitement. Et les lésions sigmoïdiennes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 15 cm, voire un petit peu au-dessus. On avait 3 patientes qui avaient des lésions sigmoïdiennes et une seule a pu être traitée. Donc c'était une étude de faisabilité, c'était l'objectif principal. Nous avons une durée moyenne de la procédure, c'est-à-dire introduction de la sonde et sortie de la sonde de 55 minutes sur ces 20 patientes traitées. La durée de traitement par patiente, c'est-à-dire la durée des tirs, c'était entre 2 et 6 minutes. Et toutes les patientes sont sorties le lendemain du traitement. Donc déjà un point très important, je vous l'ai mis à droite sur la diapositive, c'est les lésions qui apparaissent les plus adaptées pour ce traitement, c'est les lésions du rectum. Et ça, c'est très important. Et il faut, si ce traitement peut vous intéresser et savoir s'il vous concerne, il est important de préciser si c'est une lésion rectale ou une lésion sigmoïdienne. On ne traitera pas les lésions sigmoïdiennes parce qu'elles sont trop hautes et le traitement chirurgical marche très bien sur ces techniques et peu délabrant et mutilant. À l'inverse, les lésions du rectum, c'est une chirurgie très complexe et donc avec des séquelles fonctionnelles importantes. Et donc c'est sur ces lésions-là qu'on réalise ce type de traitement. Et vous voyez, c'est sur ces localisations que le traitement, qu'on a pu inclure le maximum de patientes. Donc lésion idéale, c'est entre 8 et 15 cm au maximum par rapport à l'anus. Les résultats sur le plan des suites opératoires, déjà un point capital, c'est que nous avons, et c'était un peu notre angoisse avec l'équipe, observé aucune fistule rectovaginale, c'est-à-dire des communications entre le rectum et le vagin. On brûle la lésion qui est au contact de la paroi rectale. On a une marge de sécurité qui nous est imposée par la machine et le constructeur EDAP TMS, et donc qui est de 3 mm. Et la société était très sûre de leur sécurité, ça s'est confirmé. Aucune mauvaise surprise de ce côté-là. Je vous rappelle que dans une très grosse série publiée récemment, 3,8% des patientes après chirurgie colorectale ont présenté une fistule rectovaginale. Donc sur nos 20 premières patientes, aucune fistule rectovaginale. Qu'est-ce qu'on a observé? Des douleurs rectales, la sonde n'est pas de petit diamètre, des brûlures rectales, un ballonnement, des rectoragies minimes, une constipation, un peu d'appréhension pour aller à la selle, un saignement vaginal, des douleurs vaginales liées à la mise en place de la pince, brûlures urinaires, pollakiurie. Ces patients sont sondés, donc effectivement, elles ont des petites, parfois des infections, parfois des brûlures liées à la sonde, et puis des douleurs lombaires basses, essentiellement rattachées à l'arachéanesthésie. Toutes ces complications que vous voyez, elles ont toutes été répertoriées bien sûr, c'est toutes des complications de grade 1, c'est-à-dire des complications qui n'ont pas nécessité de réhospitalisation, qui n'ont pas nécessité de gestes de traitements médicaux particuliers. Une seule complication était une complication de grade 2, c'était une complication secondaire à l'arachéanesthésie qui a évolué tout à fait favorablement, le genre de complication que l'on peut constater notamment après les pauses de l'arachéanesthésie ou de péridurale lors des accouchements, donc une complication de grade 2. En comparaison, la chirurgie colorectale, toujours dans cette grosse série française publiée par l'équipe d'Horace Roman, 14% de complications après chirurgie de grade 3, c'est-à-dire ces complications de grade 3, elles nécessitent un geste de radiologie interventionnelle ou une reprise chirurgicale. Donc vous voyez, ce traitement est mini-invasif, les complications post-opératoires apparaissent nettement moins importantes et moins sévères que ce que l'on peut observer après chirurgie. Qu'en est-il des résultats sur les symptômes? Les symptômes, nous avons ici, c'est des diagrammes radar, c'est donc une échelle visuelle analogique, donc on répertorie l'intensité des symptômes chez les patientes entre 0 et 10, 10 étant la douleur maximale la plus insupportable.
Et donc, vous voyez qu'on a évalué les symptômes à 1, 3 et 6 mois. Et donc, en ce qui concerne les douleurs de règles, elles étaient à 7 avant le début, avant le traitement IFU. Dès le premier mois, elles étaient à 4, puis elles sont tombées à 3,5 à 3 mois et à 3,5 à 6 mois. Ces douleurs étaient statistiquement significatives, cette amélioration des douleurs était statistiquement significative, c'est-à-dire qu'il y a moins de 5% de risque que ce que l'on observe là soit lié au hasard. C'est donc bien probablement l'effet du traitement qui est le responsable de ces résultats. Si on regarde les douleurs lors des rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle les dyspareunies. Là encore, vous voyez les dyspareunies qui étaient en moyenne à 5,8. Elles sont tombées dès le premier mois à 2, et après elles étaient à 2,5, à 3, pardon, 3,5, donc une amélioration également significative. En ce qui concerne les symptômes digestifs, regardez pareil, les diarrhées ont très nettement diminué. Hein, on est passé d'une gêne liée à la diarrhée à 4 à moins de 2. La constipation, il en était de même, une constipation qui était aux alentours de 6, elle est tombée à 4,5. Saignements rectaux, ce qu'on appelle des rectoragies, c'est tout à fait exceptionnel, même chez les patients qui ont des grosses lésions endométriosiques, il y en avait très peu avant, il y en avait encore moins après, bien évidemment, mais ce n'est pas significatif, il y avait trop peu de cas. Les faux besoins, les faux besoins d'aller à la selle, on a pareil une diminution très significative du nombre de faux besoins, vous voyez, chez ces patientes. Les ténesmes, c'est ce qu'on appelle les crampes au niveau du rectal. Au niveau rectal, c'est très invalidant, très douloureux. Ces ténesmes est évalué, vous voyez, en moyenne à 7 sur 10. Elles sont tombées à 3 sur 10 et ensuite à 2, voire 1 sur 10 à 6 mois. Et enfin, les dyskésies, c'est des douleurs pour aller à la selle. Vous savez que les patientes parfois ont vraiment des douleurs pour aller à la selle, comme des lames de rasoir. Elles passent une demi-heure sur les toilettes avec des malaises, des transpirations. Là, on se retrouve avec vous voyez, une très nette diminution aussi significative des dyskésies, donc ces douleurs pour aller à la selle. Et pas de troubles urinaires ont été observés après ce type de traitement, alors que dans l'après-chirurgie, on est à 8% de patientes qui présentent des autosondages, parfois jusqu'à 6 mois après le traitement chirurgical. Et si on regarde les douleurs, la fatigue, ce qu'on appelle l'asthénie, vous voyez, l'asthénie a aussi très nettement diminué. Les patientes se sentaient fatiguées, elles s'estimaient à 7, elles sont tombées à 5 à 1 mois, et puis à 3 et 6 mois, elles étaient à 3,5. Donc vous voyez des résultats qui sont tout à fait intéressants et spectaculaires pour entre 2 et 6 minutes de traitement. Ce qui est important aussi, et on l'avait bien évalué avec Émile Daraille, c'est finalement la qualité de vie des patientes. C'est bien gentil d'améliorer les symptômes gynécologiques, les symptômes digestifs, mais est-ce que les patientes, elles ont eu une amélioration de la qualité de vie? On a utilisé une échelle de qualité de vie qu'on appelle le score SF36, qui est un score qui est utilisé très largement en chirurgie. Et si vous regardez, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on cherche une amélioration de la qualité de vie. Donc là, plus les courbes sont élevées, plus il y a une qualité de vie qui est importante. On va pas tout détailler puisque vous l'aurez ce diaporama, mais vous voyez qu'en moyenne, les patientes avaient une activité physique. Vous êtes des femmes jeunes, vous avez un travail, vous avez des enfants à vous occuper pour bon nombre d'entre vous, et finalement, vous n'avez pas trop le choix d'être active. Mais vous voyez, alors que l'activité physique est importante, l'après-traitement par ultrason focalisé et de façon significative, on a eu une augmentation de l'activité physique. On a eu aussi une diminution de la limitation liée à la santé physique. Donc vous voyez, ça va bien dans la même direction. La santé mentale aussi, vous voyez, a été très nettement améliorée. La vitalité, la douleur physique, la santé en général. Et si vous regardez, moi je trouve très intéressant, c'est la partie basse du diagramme, c'est le fonctionnement et le bien-être social. Vous voyez très rapidement, alors on sait très bien qu'il y a un retentissement important sur la qualité de vie des patientes, au niveau social également. Et c'était un gros point d'ailleurs de la conférence de presse de M. Véran, où Endo-France a participé bien sûr. C'était finalement le retentissement sur la vie sociale, sur la vie professionnelle de cette maladie. Et si vous regardez, vous voyez, dès le premier mois, les patientes ont retrouvé un bien-être social, et ce de façon très nette. Et ce bien-être s'est prolongé au-delà de 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis cette étude? On est parti, en fait, de cette étude, on n'avait pas de données qui nous permettaient d'évaluer l'atténuation des nodules d'endométrie, aussi bien que, finalement, l'équipe INSERM et le professeur Cyril Lafont, qui dirige l'INSERM avec lequel nous avons la chance de collaborer,
avait estimé, et Françoise Chevrier, sa collaboratrice, avait évalué finalement un traitement, simulé une intensité de traitement, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats que je vous ai présentés. Mais c'était finalement sur des données issues de la littérature, sur l'atténuation des fibromes, de l'utérus, et c'était finalement et puis on espérait ne pas avoir de complications, donc on a obtenu une amélioration des symptômes, mais on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas avoir plus d'informations. Et donc, Charles-André Philippe, Cyril Lafont et Morgane Derrien, qui est chef de clinique dans le service, ont réalisé une étude où ils ont pris 14 segments intestinaux avec des lésions endométriosiques et ils ont mesuré, oui, c'est ce qu'on voit ici, ce qui est entouré en gris, c'est une lésion endométriosique de l'intestin. Et ensuite, ils ont mesurer l'atténuation de cette lésion en envoyant des ultrasons et en mesurant après la lésion l'atténuation de cette lésion. Et donc, cela nous a permis, à l'issue de ces 14 patientes, d'essayer d'optimiser l'intensité du traitement. Et donc, en accord avec l'équipe de recherche, Charles-André Philippe, Cyril Lafont, Morgane Derrien, François Chevrier et toute l'équipe EDAP, on a convenu d'augmenter de 30% l'intensité du traitement pour l'étude que je vais vous présenter, qui est actuellement en cours. C'est donc notre nouvelle étude qui avait débuté le 1er septembre dernier. L'objectif, c'est de confirmer l'amélioration des symptômes et de la qualité de vie des patientes que nous avons observées. C'est peut-être d'obtenir encore de meilleurs résultats, parce que c'est comme on a maintenant l'atténuation, et on sait qu'on peut probablement se permettre d'augmenter sans risque l'intensité du traitement, le suivi des complications, et nous avons malheureusement une patiente, puisqu'il faut être très objectif, une patiente qui a présenté dans cette série une difficulté pour retrouver la miction, et donc il y a actuellement des autosondages. C'est une patiente sur les 30 patientes qui ont été traitées, donc on est à 3,3, et je vous rappelle que pour la chirurgie, on était à 8% d'autosondage. Donc c'est tout à fait regrettable, ce qui vient qu'on a optimisé, enfin on évalue de façon très précise, avant les inclusions, les difficultés que peuvent présenter les patientes urinaires pour ne pas avoir à être confrontées à nouveau à ce type de problème. C'est une étude et c'est intéressant pour vous toutes, mesdames, qui est multicentrique, c'est-à-dire qu'on prévoit d'inclure 38 patientes. C'est un pré-marquage CE, c'est-à-dire que l'objectif à l'issue de cette étude, si les résultats sont confirmés, c'est de déposer une demande de marquage CE pour pouvoir élargir, bien sûr, l'offre de soins. Nous avons traité déjà 12 patientes, dont 2 ce matin. Nous avons prévu une fin des inclusions le 31 juillet 2021. Et ce qui est important, c'est que vous voyez, nous avons la chance de collaborer avec des équipes référentes dans la prise en charge de l'endométriose, aussi bien à Paris avec l'équipe du professeur Fernandez, à Lille avec l'équipe du professeur Collinet et du professeur Rubaud, Philippe Descamps, professeur Descamps à Angers, avec son collègue Guillaume Legendre, et puis le professeur Horace Roman à Bordeaux, avec son collègue le docteur Denis. Voilà, les centres seront ouverts à partir de fin de semaine prochaine ou au plus tard tout début avril, avec des traitements qui seront planifiés avant fin juillet. Nous n'avons pas encore recruté toutes les patientes pour ces différents centres, et donc il nous reste encore 26 patientes à inclure. Les critères d'inclusion, donc c'est les patientes de plus de 25 ans, des lésions digestives uniques, donc s'il y a des atteintes extradigestives, on peut inclure les patientes. Mais par contre, s'il y a 2 localisations digestives, on n'inclut pas les patientes dans cette étude. Des atteintes rectales, comme je vous l'ai dit, inférieures à 15 cm par rapport à l'anus. Pas de projet de grossesse dans les 6 mois qui suivent. Et puis, échec de traitement médical, bien sûr. Si le traitement médical marche bien, eh ben, on va poursuivre le traitement médical. Les patientes ont toutes une échographie avec contraste, ce qu'on appelle, nous, dans le service, une rectosonographie pratiquée par le chirurgien, et une IRM, bien sûr. Et le traitement, l'étude dure 6 mois à partir du traitement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de projet de grossesse dans ces 6 mois, puisque les patientes vont avoir une IRM à 6 mois pour évaluer, une IRM à J1 post-traitement et à 6 mois pour évaluer la réponse au traitement de façon très très objective. Voilà, j'en ai presque terminé. Nous avons donc démontré la faisabilité de l'utilisation des IFU dans le traitement de l'endométriose rectale digestive. Cette première étude a été publiée dans une des plus belles revues anglo-saxonnes pour valider ce qui montre la validité scientifique de cette étude. De ce travail, nous avons démontré une amélioration significative des symptômes gynécologiques et digestifs, ainsi que la qualité de vie des patientes.
réduction très significative de la morbidité post-opératoire. Et puis l'étude en cours, comme je vous l'ai dit, pour confirmer ces résultats et essayer d'obtenir une norme CE. Donc, si cette technique vous intéresse, vous pouvez naturellement prendre contact avec l'équipe médicale du service et donc vous avez ce lien qui est en dessous. Vous aurez la possibilité d'envoyer tous vos documents médicaux et bien sûr utiliser la plateforme ZWIG ou NoEndo pour nous communiquer très simplement vos symptômes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au Dr Audrey Aquin. Donc Audrey Aquin qui est radiologue. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Audrey Aquin, je suis une des radiologues de l'hôpital de la Croix-Rousse et je travaille avec les gynécologues sur les problématiques d'endométriose. Donc, je vais vous parler de la place de la radiofréquence dans le traitement d'un type particulier d'endométriose qui est l'endométriose de paroi abdominale. Donc, tout d'abord, quelques notions de contexte. Qu'est-ce que l'endométriose de la paroi abdominale? Nous n'avons pas le diaporama, Charlie. Ah. Ma faute, désolé, j'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton. Hop. Et là, vous voyez, hop. Oui, mais en plein écran. C'est moi qui ai juste oublié. Alors voilà. Ah, donc je reprends donc quelques mots de contexte. L'endométriose de la paroi abdominale, c'est une forme particulière d'endométriose qui est plus rare que la forme plus connue pelvienne, qui se met le plus souvent sur les cicatrices de césarienne dans la grande majorité des cas. Donc au niveau de la paroi abdominale, en fait, c'est autour des muscles abdominaux. Donc là, comme vous voyez sur l'IRM, donc c'est la boule que vous voyez là blanche. Donc là, c'est une patiente qui est vue de profil. Là, vous voyez son muscle abdominal. Et donc le nodule d'endométriose, c'est la boule qui est là. Donc soit ça peut se mettre juste devant le muscle abdominal, soit carrément ça peut s'insinuer et infiltrer l'intérieur des muscles abdominaux. Donc la plupart du temps, c'est sur les cicatrices de césarienne. Sinon, ça peut aussi être sur les cicatrices de chirurgie d'endométriose. Et parfois, encore plus rarement, ça peut être en l'absence de toute cicatrice au niveau du nombril et du pli de laine. Donc, c'est une forme particulière d'endométriose qui peut aussi être isolée, c'est-à-dire que les patientes qui ont une endométriose de paroi, elles peuvent ne pas du tout avoir d'endométriose pelvienne profonde associée. Comment est-ce que ça se manifeste? Donc, c'est une tuméfaction, c'est-à-dire une boule au niveau de la paroi abdominale qui est douloureuse, donc soit douloureuse à la palpation ou douloureuse spontanément, avec des douleurs qui sont rythmées par les cycles menstruels. Le délai moyen il est d'environ 4 ans entre la chirurgie, donc plus souvent césarienne, et le début des symptômes. Et le diagnostic qui se fait déjà cliniquement avec l'examen clinique. Et puis après, on peut faire une échographie ou une IRM pour confirmer le diagnostic. Le traitement de référence de ces nodules, c'est la chirurgie, c'est-à-dire enlever la boule en chirurgie. Donc, en termes de complications, à court terme, ça peut créer des hématomes, des douleurs. À long terme, on peut avoir effectivement la reprise de la cicatrice et puis ce qu'on appelle donc l'éventration, c'est-à-dire un affaiblissement de la paroi abdominale et la paroi abdominale qui n'effectue plus son rôle en fait de soutien, et on peut être amené à faire une reprise chirurgicale en mettant donc une prothèse pour réparer la paroi abdominale dans un second temps. Et donc la place de la radiofréquence. Donc qu'est-ce que la radiofréquence? Donc c'est une technique qui est déjà très utilisée, qui n'est pas toute neuve. Elle est répandue dans d'autres indications, donc notamment en foie, ou pour brûler des tumeurs hépatiques ou rénales. Ça s'utilise aussi beaucoup dans la thyroïde, donc c'est vraiment très répandu. Là, l'innovation, on va dire, c'est de l'utiliser sur cette indication d'endométriose. Le principe physique, donc, c'est de la chaleur qui est délivrée autour d'une aiguille. Donc, vous voyez là, donc, vous avez l'aiguille qui est représentée avec vraiment la boule de chaleur qui va se créer autour et qui va venir détruire tous les tissus qui sont autour de l'aiguille. Donc, la question qu'on posait, c'est est-ce que cette technique, qui est donc bien maîtrisée, bien connue, pourrait être une alternative, on va dire, moins invasive que la technique chirurgicale classique pour soulager ces patientes.
Donc, comment est-ce que ça se déroule? Donc, ça se déroule sous anesthésie locale pour les plus petits nodules ou sous anesthésie générale pour les volumes d'ablation plus importants, au bloc de radiologie interventionnelle, en guidage échographique. Donc là, vous avez en bas à gauche, vous voyez, donc on vient positionner les aiguilles et avec l'appareil d'échographie, on vient exactement contrôler ce qu'on fait. Et on réalise de multiples impacts au sein du nodule. Donc, comme le professeur Dubernard vous expliquait avant, en fait, c'est un peu le même principe. Donc, vous avez tout le volume du nodule qui est là et on vient réaliser des impacts successifs pour, au final, venir détruire l'ensemble de la zone. Là, vous avez des images d'échographie qui représentent ce qu'on voit en direct. On voit l'aiguille qui vient se mettre au sein du nodule et la zone d'impact qui est la zone blanche là. Et là, c'est un petit peu plus tard dans la procédure. Vous voyez toujours le même nodule mais qui vient se remplir peu à peu de toute cette zone blanche qui est la zone de destruction. Donc, sur la Croix-Rousse, on a une étude de faisabilité en cours avec un effectif qui est encore faible. Pour l'instant, on a vu une très bonne efficacité à la fois sur les douleurs et le volume du nodule. Et les complications, donc, on a vu quelques complications à type d'éventration, donc c'est-à-dire le même type de complications que pour la chirurgie, mais vraiment pour les plus volumineux nodules. Et il faut encore qu'on n'a pas encore assez de patientes pour évaluer si c'est plus ou moins fréquent qu'en chirurgie. Mais en tout cas, on n'a pas vu de complications inhérentes à la technique de radiofréquence qui n'existait pas avec la technique de référence. Et on a une technique qui est vraiment très efficace avec des patientes qui sont vraiment soulagées. Donc là, vous avez une image d'IRM. Donc vous avez ce nodule-là qui était vraiment présent. Vous voyez, là, contrairement à la première image, celui-là, il est vraiment dans le muscle. Et vous voyez, en fin de traitement, il n'y a plus du tout de nodule. Ça a été remplacé par une plage de fibrose. Et là, je vous ai mis un dernier exemple. Donc ça, c'est le nodule que je vous ai montré au départ, qui est posé en avant du muscle abdominal. Et en fin de traitement, là, il a complètement disparu. Et comme il est en avant du muscle, il n'infiltre pas le muscle. On n'a pas du tout brûlé le muscle. On a vraiment un traitement complet. Donc là, c'est une patiente qui a été complètement soulagée. C'est des traitements qui permettent de rentrer le matin à l'hôpital et de sortir le soir. Quand c'est des petits nodules, ça se fait très simplement, même sous anesthésie locale. Il y a même une patiente qui est repartie en vélo après. Donc franchement, quand c'est vraiment un petit nodule d'ablation, c'est un petit volume d'ablation, c'est vrai que c'est une technique qui est très simple, qui se complexifie un peu pour les plus gros nodules, mais qui est en tout cas une belle perspective pour le traitement de ce type d'endométriose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste dire que c'est une technique qui, effectivement, cette étude est supportée par la société Inopat, qui distribue ses aiguilles de radiofréquence et qui soutient, comme tout à l'heure, EDAP-TMS soutient notre projet début. Là, c'est Inopat qui soutient ce projet. Voilà, je tenais à les remercier pour leur implication dans la recherche et c'est toujours un plaisir de collaborer avec l'industrie quand c'est vraiment pour des études de cette qualité. Bonsoir, donc Sophie Varembourg, je suis une des gynécologues de l'équipe de la Croix-Rousse et je vais vous parler d'endométriome. Tac. Voilà, en essayant de répondre commençons à répondre à la question, est-ce que la ponction-alcoolisation des endométriomes préserve les chances de grossesse préserve mieux les chances de grossesse par rapport à une chirurgie conventionnelle par cœlioscopie? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un endométriome? Un endométriome, c'est un kyste ovarien d'endométriose. En gros, c'est un kyste qui est rempli de vieux sang. Alors, on parle souvent de kyste couleur chocolat. Enfin, le liquide qui s'écoule fait chocolat parce que c'est du vieux sang qui a cet aspect assez typique d'un endométriome. La taille est très variable. Ça peut être juste quelques millimètres à plus de 10 cm. Ça peut être des endométriomes qui sont vraiment très gros. L'endométriome peut être unique ou multiple et peut toucher 1 ou 2 ovaires. Il peut être plus ou moins douloureux. On estime qu'il y a à peu près 17 à 44% des femmes avec une endométriose qui présentent des endométriomes. L'endométriome, en fait, est rarement isolé. Il y a souvent quand même d'autres lésions qui s'associent. Il y a rarement un seul endométriome sur un ovaire. Il y a souvent au minimum des lésions d'endométriose superficielle qui peuvent s'associer à l'endométriome. Alors, quand est-ce qu'on traite chirurgicalement ? Globalement, alors toutes les sociétés savantes ne sont pas tout à fait d'accord sur la taille à partir de laquelle on traite, mais il est
convenu à peu près qu'à partir d'un kyste qui fait plus de 3-4 cm, associé à des douleurs pelviennes, on va commencer à parler d'un traitement chirurgical quand il résiste au traitement médical hormonal. Alors, je rappelle quand même que le traitement médical hormonal peut marcher très bien et peut même faire régresser l'endométriome ou au moins diminuer la taille des lésions. On va aussi parler d'un traitement chirurgical quand il y a une infertilité avec un kyste qui est gênant, souvent quand il fait au moins 5 ou 6 cm et qui va gêner la ponction d'ovocytes. Alors vous voyez sur le schéma à droite que quand on va aller ponctionner des ovocytes en vue d'une fécondation in vitro par voie transvaginale, donc en mettant une échographie, une sonde d'échographie par voie vaginale avec au bout de la sonde d'échographie une aiguille qui va ponctionner les ovocytes, et bien s'il y a un endométriome qui s'interpose entre la sonde endovaginale et l'ovaire avec les ovocytes, ben, ça va être gênant. Et donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on préfère ponctionner l'endométriome et ensuite ponctionner les ovocytes. Alors, ça augmente l'accès aux follicules et probablement ça réduit aussi le risque d'infection. Par contre, en termes d'amélioration des résultats de la fécondation in vitro, c'est beaucoup plus discuté, donc j'en parlerai pas. Alors, quel traitement justement quand on décide d'agir sur l'endométriome chirurgicalement, qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, la kystectomie par célioscopie, c'est le traitement de référence. C'est le traitement qui est recommandé par le collège sur les dernières recommandations de 2017, c'est-à-dire une chirurgie par voie mini-invasive quand même. Ce n'est pas une laparotomie, on va ouvrir l'abdomen, on va simplement mettre une caméra au niveau de l'ombilic, plusieurs petits orifices sur l'abdomen, on va gonfler le ventre avec de l'air et puis on va atteindre toute la cavité abdominale. La kystectomie, ça consiste à ouvrir l'ovaire, à aller atteindre le kyste, à disséquer tout autour du kyste en essayant d'enlever complètement le kyste. Ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, souvent, on le rompt. Hein. Donc là, vous voyez sur les images un liquide couleur chocolat qui s'évacue. Mais il faut vraiment l'enlever en entier. En faisant ça, bah forcément, on va enlever des toutes petites lésions, morceaux d'ovaire qui sont strictement normaux, hein, d'ovaire sain. Ensuite, il va y avoir des petits saignements, donc on va vouloir coaguler cet ovaire pour arrêter les saignements. Et puis, on va forcément créer une réaction inflammatoire. Et tout ça, ça va avoir un impact sur la fertilité. Alors, la célioscopie, elle a aussi l'avantage de pouvoir traiter d'autres lésions. Donc, s'il y a des lésions d'endométriose superficielle, on ne va pas s'arrêter à l'endométriome, on va souvent traiter les lésions qui sont associées à l'endométriome. Alors, qu'en est-il justement de la fertilité? Je vous disais que potentiellement, on va abîmer l'ovaire en coagulant, en enlevant des petits morceaux d'ovaire. Quand on parle de fertilité, on parle de réserve ovarienne. On évalue la réserve ovarienne qui est le stock d'ovocytes disponible. Alors, on sait que ce stock d'ovocytes disponible, il va diminuer avec l'âge et puis il va diminuer en cas de chirurgie ovarienne. Dès qu'on va toucher à l'ovaire, on va diminuer probablement la réserve ovarienne. On parle souvent de deux principaux marqueurs de réserve ovarienne donc qui est disponible. Alors, ce n'est pas des marqueurs parfaits. Ce n'est pas parce qu'il y a un des marqueurs qui est bas qu'on va avoir des difficultés à tomber enceinte. Mais c'est les deux éléments dont on dispose pour essayer d'évaluer au mieux la réserve ovarienne. Il y a l'AMH, qui est une hormone qui est dosée dans le sang, qui était initialement pas tout à fait développée pour évaluer la réserve ovarienne, mais qu'on utilise quand même pour ça, pour essayer de savoir un petit peu où on en est du stock d'ovocytes. Et puis, il y a le CFA. Le CFA, c'est le compte des follicules, donc des ovocytes en échographie. On sait que la présence d'un endométriome peut diminuer la réserve ovarienne, surtout s'il y a une taille importante. Probablement parce qu'en fait, on peut avoir un gros kyste qui va comprimer un petit peu l'ovaire et qui va diminuer la quantité d'ovocytes. Et puis, on sait aussi que la chirurgie et donc la cystectomie diminuent la réserve ovarienne. Toutes les études sont assez formelles là-dessus. Il y a par exemple des études qui montrent que la diminution de l'AMH, donc un des marqueurs de la réserve ovarienne, diminue de près de 50% à 1 an. Donc c'est vraiment significatif. Il y a même des cas de crise de ménopause précoce après kystectomie. Alors c'est quand même assez rare, mais on a quand même tous dans nos patientes des femmes qui ont été opérées de plusieurs kystectomies, donc plusieurs endométriomes qui ont récidivé et qui ont une réserve qui est basse, voire même une infertilité. Et c'est là où est tout l'enjeu de réfléchir à d'autres chirurgies ou à d'autres alternatives qui pourraient préserver au mieux la fertilité. Alors justement, une alternative pourrait être la ponction-alcoolisation. Ce n'est pas une technique qui est ancienne, qui est nouvelle, pardon, c'est une technique qui est assez ancienne puisqu'elle est développée depuis 1988. Il s'agit de ponctionner l'ovaire,
Donc, paroi vaginale, c'est exactement le même principe que la ponction d'ovocyte. On va mettre une sonde endovaginale, au bout de laquelle on va glisser une aiguille. Les endométriomes, ils sont la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, juste derrière le vagin. Donc, ils ont un accès direct au fond vaginal. On va donc glisser cette aiguille, ponctionner complètement l'endométriome, le vider, mettre de l'alcool dedans, de l'éthanol, qu'on laisse pendant 10 minutes, c'est ce qu'on appelle la sclérothérapie. Et puis ensuite, on vide l'éthanol, on l'enlève complètement. La durée totale de la procédure, elle est en général de moins de 20 minutes, c'est ultra rapide, on enlève la sonde et c'est terminé. On sait que l'efficacité est globalement comparable par rapport à une kystectomie classique avec un taux de récidive qui est globalement, alors ça dépend un petit peu des études, mais globalement comparable. Un taux de récidive à moins de 15% à 1 an, voire moindre. Il y a certaines études qui montrent que c'est même mieux que la kystectomie. Mais surtout, en fait, l'intérêt, c'est vraiment que c'est moins invasif, avec peu de complications. Tout au plus, il y a des légères douleurs abdominales. Il y a parfois un petit peu d'alcool qui va autour de l'ovaire, dans la cavité abdominale. Donc, ça peut créer quelques légères douleurs abdominales, des petits saignements, mais qui sont minimes. Globalement, les complications plus graves sont très rares. La récupération est très courte. Il n'y a pas forcément besoin d'arrêt de travail. La patiente sort, bien sûr, le jour même de l'intervention en ambulatoire. Alors, qu'en est-il de la fertilité ? Il y a plusieurs études qui suggèrent qu'il y a une meilleure préservation ovarienne de la ponction-alcoolisation par rapport à la kystectomie. Il n'y aurait pas ou peu de diminution à 6 mois du taux d'AMH, donc c'est un des marqueurs de la réserve ovarienne, après ponction et sclérothérapie à l'éthanol, contrairement à la chirurgie conventionnelle. Globalement, il y a quand même peu d'études qui s'y sont intéressées. Il y a peu d'études qui comparent à la kystectomie, qui est le traitement de référence, et on n'a pas vraiment de résultats à 1 an. En tout cas, ils sont peu nombreux et ils restent à confirmer. On a une étude qui est menée sur les hospices civils de Lyon, sur les 3 sites de gynécologie, où on cherche justement à évaluer le taux d'AMH après ponction d'alcoolisation, donc avant, puis à 3 mois, puis à 1 an de la ponction alcoolisation. Là, pour le moment, l'étude est en cours. Elle a commencé l'année dernière. On a quelques patientes qui ont été incluses. On a des résultats qui sont à 3 mois. On montre pour le moment une légère diminution, mais quand même une diminution, mais qui semble bien moindre qu'après kystectomie, même si on ne la compare pas à une kystectomie. Elle a l'air d'être peu importante. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est de regarder à 1 an le résultat de cette ponction-alcoolisation sur la réserve ovarienne. En conclusion, la ponction-alcoolisation permettrait une meilleure préservation de la réserve ovarienne par rapport à la kystectomie par célioscopie, qui actuellement est quand même le traitement qui est recommandé. La ponction-alcoolisation, elle, est recommandée comme alternative en cas d'endométriome récidivant, justement parce qu'on sait que ça va affecter la réserve ovarienne et que quand on a des endométriomes qui récidivent après chirurgie, c'est là où c'est très intéressant. La question est, est-ce qu'il ne faut pas élargir les indications de ponction-alcoolisation, même chez des patients qui n'ont jamais été opérés. Nous, on a tendance à le faire dans le service, même chez des patients qui n'ont jamais été opérés, parce qu'il semble vraiment que la ponction-alcoolisation préserve mieux la réserve ovarienne, mais c'est bien sûr à confirmer, pas d'autres études scientifiques. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie. Donc on va donner la parole à Dr Charles Philippe, qui est praticien hospitalier également dans le service de gynécologie. Alors, donc cette fois-ci, je vais essayer de mettre ma présentation. On t'entend plus très bien, Gilles. Tu m'entends? Vous m'entendez, vous? Ok, donc du coup, on va passer au dernier topo de notre petite session en parlant de l'adénomiose, qui est donc un sujet connexe avec l'endométriose, et en allant cette fois un petit peu dans les perspectives un peu futures des idées qu'on a actuellement dans le service, en présentant les traitements mini-invasifs qui pourraient être des candidats intéressants pour le traitement de l'adénomiose. Donc du coup, avant de parler un petit peu d'adénomiose, il faut essayer de préciser un petit peu de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de définitions différentes de l'adénomiose. Ah mince, encore une fois. Un petit, en fait, c'est que je clique, mais il faut recliquer une deuxième fois. Voilà. Là, vous voyez? C'est bon, Gilles? Parfait. Excusez-moi, du coup, on reprend. Donc, pour dire que l'adénomiose, c'est un vrai challenge diagnostique, parce que beaucoup de gens ont des définitions un peu différentes. Parfois, les chirurgiens, les imageurs
les anapathes s'entendent pas toujours puisque les définitions sont multiples. D'un point de vue anatomopathologique, l'adénomiose, c'est des cellules de l'endomètre, comme l'endométriose, qui sont dans le myomètre, c'est-à-dire le muscle de l'utérus. Et ça en fait une ou plusieurs formes cliniques, voire carrément une ou plusieurs maladies, selon que cet adénomiose, donc cet endomètre, soit plutôt venu de l'intérieur de l'utérus vers l'extérieur, ce qu'on appelle l'adénomiose interne, de l'extérieur de l'utérus vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'adénomiose externe, et qui est plutôt ce qu'on appellerait l'endométriose de l'utérus, qui est classiquement associée à de l'endométriose pelvienne. Et ces formes cliniques-là, elles peuvent en plus se compliquer parce qu'elles peuvent être localisées, elles peuvent être parfois diffuses, et puis on peut avoir un peu des formes différentes qui sont associées. Ce qui fait qu'au final, on a souvent tendance à parler d'adénomiose en général, alors que selon la patiente à qui on a affaire, il peut s'agir d'une forme très différente selon son âge, selon ses symptômes et selon la présentation clinique et à l'imagerie. Et au maximum, ça peut réaliser de véritables adénomyomes, puisque myome, c'est le mot qu'on utilise pour parler des fibromes. Et là, c'est sur cette image où on voit un utérus qui a été coupé en deux en anapathe. On voit ce nodule-là qui fait une boule de cellules d'endomètre dans la paroi de l'utérus. Alors ici, vous voyez toute la difficulté quand l'anapathe va regarder cette boule pour savoir si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est un petit peu difficile. Et quand on a des boules comme ça, c'est vraiment parfaitement les candidats idéaux pour un traitement mini-invasif, puisqu'on va pouvoir justement traiter ces lésions-là. Mais les autres formes d'adénomiose pourraient aussi être également des candidats intéressants pour des études peut-être différentes. Donc, l'adénomiose et son traitement en général, il dépend beaucoup du fait que la femme a un projet de grossesse et si elle a en particulier déjà eu des enfants. Donc si elle n'a pas de projet actuellement, mais qu'elle a éventuellement la possibilité, ou en tout cas le projet d'avoir une grossesse à l'avenir, on va privilégier les traitements médicaux. En tout cas, actuellement, c'est ce qui est privilégié, les traitements médicaux, avec au premier rang le stérilet progestatif, le stérilet Mirena, ou les traitements par comprimés, alors on ne va pas les citer tous, qui ont surtout un rôle pour bloquer les symptômes, bloquer les règles, un peu comme dans l'endométriose, et puis surtout éviter l'aggravation qui pourrait aboutir à une diminution de la fertilité des patientes. Lorsqu'une patiente n'a plus de projet de grossesse et qu'elle souffre d'adénomiose, puisque l'adénomiose, ça se manifeste principalement par des saignements et des douleurs, des règles abondantes, parfois des saignements en dehors des règles, qu'on appelle métrorragie, et souvent des douleurs pendant les règles, comme l'endométriose, avec les dysménorrhées. Parfois est associé à de l'endométriose, et puis parfois sont des dysménorrhées isolées liées à de l'adénomiose isolée. Quand on n'a plus de projet de grossesse, on peut aussi utiliser les traitements médicaux, surtout quand ça marche bien, surtout quand les patientes le supportent bien. Et on peut éventuellement se poser la question, pour se passer des traitements médicaux, de traitements chirurgicaux. Alors la référence, c'est sûr que c'est celle que la plupart des gens se voient proposer, c'est l'hystérectomie. Et nous, on pense ici à la Croix-Rouge que ça devrait être proposé plutôt en dernier recours. On avait fait une publication dans le service qui date de 2018 qui montre que, en particulier dans l'adénomiose, l'endométrectomie, c'est-à-dire un traitement par hystéroscopie, par les voies naturelles, avec une caméra dans l'utérus, permet de traiter efficacement, en brûlant l'endomètre, de brûler également la plupart des cellules d'endomètre qui ont commencé à pénétrer dans le muscle, surtout dans l'endométriose interne, qui apparaît classiquement chez les patientes qui ont 40, 45 ans et qui ont déjà eu des enfants. Ces patientes-là, plutôt que leur proposer de se faire retirer l'utérus, qui est quand même une chirurgie lourde et puis un peu traumatisante, on leur propose de faire simplement une destruction de l'endomètre avec ce petit dispositif qui s'appelle NovaSure, qui est distribué par Hologic, qui se déplie dans la cavité et qui vient brûler en quelques minutes, voire en quelques secondes, l'endomètre et les cellules endométriales autour du myomètre, comme c'est le cas sur ce schéma, et donc traiter l'endométriose. Et on voit donc dans notre étude que à près de 3 ans après le traitement, il y a encore 75 à 80% de patientes qui sont en aménorrhée, enfin qui ont un bon traitement d'héménorragie et d'hémétrorragie, donc des saignements anormaux de l'utérus. Et puis à 3 ans, il y en a encore 70% qui sont satisfaites et qui n'ont plus aucune douleur lors des règles.
Et donc vraiment, il ne faut pas confondre les adénomioses et toujours ne pas oublier d'éliminer ou de rechercher une endométriose associée, parce que l'hystérectomie dans l'adénomiose associée à une endométriose profonde ne guérit pas les symptômes et ne dispense pas d'un traitement médical. Donc du coup, quand on a un projet de grossesse, là ça devient vraiment très difficile, puisque les traitements médicaux ne sont pas compatibles avec une grossesse. En général, ça agit comme un contraceptif, voire c'est carrément une méthode contraceptive. Donc il y a quelques solutions qui sont proposées et qui sont assez difficiles. Peut-être que certaines d'entre vous ont été dans ce cas-là. C'est toujours quelque chose qui met assez en difficulté les équipes médicales. Il y a une stratégie qui est assez logique, c'est l'abstention thérapeutique, en disant si vous avez eu un traitement pendant quelques années, si votre adénomiose est assez limitée, vous prenez, vous essayez d'avoir une grossesse spontanée, et il y a quand même de bonnes chances que ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, éventuellement, on peut vous adresser en aide médicale à la procréation pour augmenter les chances de grossesse. Quand ça ne fonctionne pas, on peut tenter, dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, faire un traitement avec les agonistes de la LHRH, pour ceux qui ont déjà entendu parler du décapeptyle ou de l'énantone, qui va créer une ménopause artificielle dans le but de faire diminuer l'adénomiose pendant quelques temps et ensuite de proposer un protocole d'aide médicale à la procréation, en général une FIV. Et ça, c'est quand même assez dur à supporter, puisque la ménopause artificielle, ça crée les vrais symptômes de la ménopause, même si c'est que transitoire, c'est toujours assez difficile à supporter. Et enfin, il y a la question de la chirurgie. Alors aujourd'hui, vraiment, la chirurgie pour une femme qui a de l'adénomiose, en particulier de l'adénomiose interne et diffuse avant une grossesse, c'est vraiment pas recommandé. Pour les lésions d'adénomiose externe, c'est-à-dire de l'endométriose de l'utérus, c'est quand même quelque chose qui est volontiers proposé aux patientes, en particulier lorsqu'elles ont déjà essayé d'obtenir une grossesse, en particulier si elles sont déjà passées par l'aide médicale à la procréation et que ça n'a pas fonctionné. On peut leur proposer une chirurgie aujourd'hui pour essayer d'augmenter un petit peu les chances de grossesse spontanée et de réponse à la FIV. Mais quand on résèque des parties de l'utérus, on n'est pas forcément sûr qu'on augmente la fertilité. En tout cas, on prend quand même un risque de fragiliser l'utérus et on voit de plus en plus apparaître des ruptures utérines postérieures, un peu comme il peut exister des ruptures utérines sur des cicatrices de césarienne. Vous voyez ici sur cet IRM vu de profil avec l'utérus qui est ici, qu'il y a la face antérieure de l'utérus est normalement épaisse, et puis toute la face postérieure a été détruite. Et cette patiente-là, c'est une IRM qui a été réalisée après qu'elle ait fait justement une rupture de l'utérus lors de son accouchement. Donc là, aujourd'hui, on est un petit peu en train d'alerter les gens là-dessus en essayant de colliger un peu des cas et d'étudier un petit peu l'effet de ces chirurgies sur les utérus entre avant et après la chirurgie. Donc, si on veut revenir sur le sujet qui nous intéresse ce soir, les traitements mini-invasifs dans l'adénomiose, l'objectif c'est de diminuer la morbidité, de conserver la fertilité et d'améliorer la qualité de vie des patientes. Les deux problèmes sur lesquels nos deux axes de réflexion actuellement, c'est les traitements efficaces actuellement, ils ne sont pas compatibles avec une grossesse, et s'il n'y a plus de désir de grossesse, on pense qu'il faut essayer d'éviter au maximum l'hystérectomie. Donc les traitements mini-invasifs ce soir, je crois que vous êtes tous des spécialistes puisque vous avez vu un petit peu les différentes techniques. C'est une technique interventionnelle, ça reste, c'est pas un traitement médicamenteux. Le but c'est de détruire la lésion et d'éviter au maximum les cicatrices, les séquelles, l'infertilité et de réduire le recours aux chirurgies radicales. Les candidats, vous en avez déjà entendu parler d'eux ce soir. Il y a la radiofréquence, l'énergie électrique, comme dans l'étude sur la radiofréquence pariétale, et les IFU, qui est ce que vous a présenté M. Dubernard, et qu'on utilise avec la sonde Focal One. Il y a aussi un candidat intéressant dont on n'a pas forcément parlé ce soir, c'est la cryothérapie, qui est un peu un cousin de la radiofréquence, mais au lieu de chauffer, on refroidit. Et en fait, ça fait une petite boule de glace qui a aussi un effet thérapeutique et qu'on n'a pas encore, dont on ne dispose pas encore à la Croix-Rousse. Donc la radiofréquence dans l'adénomiose, il y a quand même quelques études qui ont été publiées. Alors vous voyez que c'est quand même pas beaucoup d'études, il n'y en a que 3 qui sont recensées actuellement. La première, c'était seulement un cas en 2006, donc c'est assez récent. Et il y a une étude italienne et une étude chinoise de 15 et 73 patientes respectivement.
La radiofréquence dans l'adénomiose, ça peut être utilisé de deux façons, soit sous échographie endovaginale par voie transvaginale, donc on plante les aiguilles que nous a montré le docteur Aquin tout à l'heure, qui sont celles-ci, à travers l'utérus sous contrôle échographique. Et l'autre possibilité, c'est lors d'une célioscopie, de planter les aiguilles à travers la peau, sous contrôle célioscopique, et éventuellement de combiner les deux. Donc le premier cas, c'était par voie transvaginale, et ils avaient rapporté que quelques mois après le traitement, la patiente avait diminué ses saignements et ses douleurs de 30% à peu près. C'était c'est pas forcément extraordinaire, mais c'était surtout mieux qu'une chirurgie ou encore pire qu'une hystérectomie. La radiofréquence oscilloscopie, la série italienne de 15 cas, montrait une diminution de 65% du volume des adénomyomes à distance, avec une diminution significative des saignements et des douleurs. L'étude chinoise, elle a été faite à nouveau par voie transvaginale, mais cette fois-ci, ils ajoutaient systématiquement un stérilet Mirena en post-procédure, et ce n'était pas orienté vers la fertilité, mais plus vers le contrôle des saignements. Alors là, on peut quand même se poser un petit peu la question de quelle est l'efficacité du Mirena et de la radiofréquence en comparaison. Donc, pas beaucoup de données, et nous, dans le service, comme on a les deux projets dont on vous a parlé, enfin un projet dont on vous a parlé qui est la radiofréquence de l'endométriose de paroi, on a également un projet qui est en cours sur la radiofréquence et les fibromes, avec même l'idée d'en faire une étude nationale visant à évaluer la fertilité. Et entre la radiofréquence des fibromes et la radiofréquence des adénomyomes, il n'y a qu'un pas qu'on est tout à fait en train de franchir actuellement, en tout cas d'envisager, même si on se dit que le faire sous celluloscopie, même si c'est intéressant et c'est moins invasif, ça reste quand même invasif. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, on s'oriente plutôt vers les ultrasons focalisés pour l'instant. Les ultrasons focalisés qui ont quand même été un petit peu mieux utilisés et un petit peu mieux décrits dans l'adénomyose, notamment la machine que vous a montré M. Dubernard au départ, où notre ami Jackie Chen, représentant de HIFU, mettait la main entre le plaque de plexiglas et la sonde. Voilà, ils ont utilisé ces sondes-là pour traiter de l'adénomyose. Vous voyez, avec des séries qui sont quand même assez conséquentes, au départ de 20, puis 69, puis des séries de plus de 200 patients, et une efficacité sur les signes fonctionnels, donc sur les symptômes, saignements et douleurs, assez intéressante, entre 80 et 100% selon les études, avec des suivis entre 6 et 40 mois. Donc nous, nos axes de recherche, ils sont doubles. Ce serait d'une part, directement et assez rapidement, utiliser la sonde Focal One dont on commence à avoir bien l'habitude pour traiter les adénomyoses postérieures, donc les adénomyomes postérieurs, exactement celui dont je vous ai montré une image au départ, et également dans les atteintes d'endométriose de l'utérus, que sont les atteintes du torus et des ligaments utérosacrés, qui sont des atteintes très fréquentes, en utilisant exactement les mêmes principes que ce que vous a montré le professeur Dubernard. Donc en termes d'expertise, il suffit pour nous de mettre en place le projet, il n'y a pas de sonde réellement à adapter, même si on bénéficiera probablement de l'expérience du Focal One dans l'endométriose recto-sigmoïdienne pour avancer encore plus vite. Et puis dans un deuxième temps, on s'intéresse quand même à l'adénomyose antérieure en développant dans le service actuellement une sonde multitorique donc qui est un petit peu plus grosse et transpariétale, et dont on est en train de mettre en place un premier essai actuellement dans le service sur le placenta, donc sur les patients dont on ne peut pas retirer le placenta à la fin des grossesses, c'est des cas assez rares, mais pour lesquels on a déjà eu l'autorisation d'utiliser cette sonde chez l'humain. Donc pareil, pour adapter cette sonde à l'adénomyose et au fibrome, il n'y a plus grand-chose à faire, et c'est l'objet de la thèse du docteur Benoît de la Fournière, qui est un autre des médecins du service, un de nos jeunes collègues, et qui débute sa thèse sur ce projet-là, qui est vraiment porteur, en particulier sur la dynamique du service. À quoi ressemble cette sonde torique? Vous voyez, beaucoup plus grosse, elle tient dans la main, mais par contre, elle a une capacité de traiter beaucoup plus rapidement et donc potentiellement des zones beaucoup plus volumineuses en très peu de temps et sans cicatrice du tout, exactement sur le principe on peut mettre la main, là on met la paroi à travers et on pourrait traiter l'utérus, l'adénomyose à travers la paroi sans faire de lésion. Donc pour conclure, l'adénomyose, son problème, c'est que les traitements actuels ne sont pas compatibles avec la grossesse, et ça c'est un vrai souci pour les femmes jeunes qui ont le malheur de souffrir de cette pathologie. La référence en 2021, ça reste l'hystérectomie, et je pense que ce n'est pas vraiment acceptable aujourd'hui. Et nous, notre perspective, toujours dans la mouvance de ce qu'on vous a montré ce soir,
éviter les hystérectomies si possible. L'endométrectomie, on avait commencé par montrer que c'était déjà mieux que l'hystérectomie, et on a montré que dans 70% des cas, des patientes qui choisissent ce traitement-là n'ont pas besoin d'hystérectomie. Dans 30% des cas, elles sont à nouveau un peu gênées quelques temps après, et elles peuvent éventuellement avoir une hystérectomie ou éventuellement un deuxième traitement. La place des traitements mini-invasifs, même en alternative à l'hystérectomie, c'est pas du tout une idée qu'on écarte. L'idée, c'est que moins on en fait, mieux ce sera pour les patients. Et puis, à moyen terme, la fertilité, limiter les risques obstétricaux, des traitements localisés, sans cicatrice utérine, si possible sans cicatrice sur la peau. La radiofréquence, c'est un candidat intéressant. On bénéficie de l'expertise locale avec le docteur Aquin qui vous a montré ce qu'on fait sur l'endométriose de paroi. Sur les fibromes aussi, on a un petit peu cette expertise-là, donc on aura probablement l'occasion d'essayer. Mais là, pour l'instant, on est plutôt en train de se concentrer sur les IFU. On a déjà la sonde endocavitaire qui est disponible. On a la sonde transpariétale qui est en cours de développement actuellement dans le service et en partenariat avec le Lapto. Et donc, ça fait 2 projets qui sont vraiment dans les starting blocks pour débuter peut-être à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Je vous remercie encore une fois. Je vous invite à nous contacter si jamais vous avez l'impression que vous pourriez éventuellement bénéficier de l'une de ces techniques, parce que c'est on cherche aussi des gens qui veulent faire de la recherche avec nous, et on remercie également toutes les patientes qui croient à ça et qui nous aident à faire avancer les traitements dans l'endométriose. Voilà, je vais peut-être rendre la parole à Gilles. Merci à tous pour ces présentations. On va couper ton micro, Charlie. Ou ton enceinte. Et donc, on va peut-être laisser Madame Cando et Chloé pour éventuellement nous transmettre quelques questions sur les présentations auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Donc, on vous laisse la parole, mesdames. Tout d'abord, merci pour ces présentations. C'était vraiment très, très intéressant. Il y a eu effectivement pas mal de questions. Si je peux vous demander peut-être de repréciser les critères d'inclusion sur les atteintes rectales. Et il y a une question notamment qui était associée. Est-ce que quand on fait une IRM qui va montrer une lésion du rectum, est-ce qu'on sait d'ores et déjà quelle technique on pourra proposer? Est-ce que juste à la lecture de l'IRM, on peut dire je suis candidate à l'IFU ou pas? Ou c'est une chirurgie plus classique? Alors, la première question, donc les critères d'inclusion, c'est tout d'abord des patients qui ont une endométriose rectale symptomatique en échec de traitement médical, en gros de traitement hormonal. C'est des patientes qui ont une lésion digestive unique. Pourquoi? Les lésions les plus symptomatiques, c'est clairement les lésions du rectum. Mais si on a une seconde lésion sigmoïdienne ou dans la région proche de l'appendice, ce qui est à peu près 5% des patientes qui ont des endométrioses digestives, on risque d'avoir un biais dans la qualité de l'évolution des symptômes. Donc, c'est pour ça que nous avons exclu les patientes avec des doubles localisations digestives. Ensuite, c'est des patientes qui ont donc des atteintes rectales, c'est à moins de 15 cm de la marge anale. Pourquoi? Parce que la sonde Focal One, donc, elle est utilisée pour le cancer de la prostate, et donc cette sonde, elle est assez volumineuse et elle est assez rigide, et donc pour arriver à la montée, on a du mal, avec les données de la première étude, à dépasser les 15 cm du rectum. Donc lésion à moins de 15 cm de la marge anale, et puis des patientes de plus de 25 ans, ça c'est des précautions classiques qui nous ont été recommandées par l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Et puis, dernière chose, pas de projet de grossesse dans les 6 mois. Non pas que le traitement puisse entraîner des risques pour la grossesse, mais c'est uniquement parce que nous réalisons des protocoles d'imagerie assez spécifiques pour évaluer la réponse, la nature des tissus après traitement à 6 mois, avec des injections de gadolinium qui sont actuellement pas recommandées en cas de grossesse. Donc, c'est vraiment ces critères, c'est cette raison qui limite les femmes qui ont des projets de grossesse. Mais encore une fois, les IFU ne risquent pas d'entraîner des complications pour la grossesse.
La question de l'IRM, oui, l'IRM, et je pense que même si nous pratiquons, donc nos propres échographies, ce que je vous disais en tant que chirurgien, parce que c'est des données qui sont très précises et on voit très très bien les lésions rectales, l'IRM est très intéressante parce qu'elle permet de préciser la hauteur de la lésion et rechercher des doubles localisations. Donc oui, sur une IRM réalisée ciblée endométriose, on peut déjà avoir une bonne idée des possibilités d'inclusion et de participer à ce traitement. Très bien. Ok. Chloé, tu veux poser une question que tu as publiée? Alors, je ne l'ai pas encore publiée, je viens de la voir à l'instant. Peut-on faire partie des recherches et essais et comment? Ça m'intéresserait. Alors, on vous a mis à la fin de chaque présentation un lien sur lequel vous pouvez vous connecter. Et donc, vous pouvez effectivement utiliser ce lien. Vous pouvez télécharger des documents, des IRM, des comptes rendus d'échographie. Et puis, ce qui est comme moi, qui a été mis en place très récemment, cette plateforme EndoZiwig, ou la plateforme NoEndo qui a été développée par Clermont-Ferrand. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils pour finalement faire une synthèse de ces données. Donc, on vous invite finalement plutôt à utiliser ce lien, à nous envoyer donc finalement les éléments qui vous paraissent pertinents, clinique, imagerie, et puis on va pouvoir comme ça vous répondre très rapidement. Les 4 médecins qui sont là ce soir vous répondra pour vous dire si il y a une possibilité de participer aux études. Mais bien sûr qu'il y a une possibilité de participer aux études, c'est que comme ça que l'on avance, que la science avance, et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de notre métier, c'est de pouvoir trouver des solutions innovantes. Merci. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que les traitements qui sont réalisés par cette technique va détruire la totalité des lésions ou est-ce qu'il va rester quelque part une racine qui fait que la lésion va être susceptible de se redévelopper ultérieurement? C'est une très bonne question. Sur la première étude, on a traité, pour la moitié des patientes, on a traité, un peu plus que la moitié des patientes, on n'a pas traité le nodule en entier, puisqu'on était dans une étude de faisabilité, et on a inclus, comme vous l'avez vu, des patientes qui avaient des atteintes du rectum, des atteintes du bas sigmoïde. Et très clairement, on a opéré 2 patientes sur les 20 traités, et c'était des patientes qui avaient des lésions sur la partie basse du sigmoïde, donc qui n'avaient pas été traitées entièrement. Donc oui, il est possible qu'on ne traite pas toutes les lésions. On va traiter une partie importante des lésions, et je dirais que les résultats sont quand même encourageants. Rappelons-nous que c'est une maladie fonctionnelle et que l'idée c'est d'améliorer la symptomatologie douloureuse, la réduire au maximum. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'une poursuite évolutive de la maladie. Mais en ce qui me concerne, et les discussions avec l'équipe de recherche d'EDAP TMS, je pense notamment à Emmanuel Blanc, on avait cette discussion il y a pas si longtemps que ça, sur justement les possibilités de retraiter. Moi, personnellement, je ne verrais pas d'obstacle à retraiter. Je ne pense pas qu'on fragilise la paroi. Donc, je pense que c'est des choses qui seront évidemment à proposer aux patientes. Mais là encore, dans le cadre d'études, on est au début. Rappelez-vous que si la première étude, c'est 20 patientes traitées au monde. Et là, on a traité 12 patientes à ce jour dans la nouvelle étude. Donc, on a 32 patientes qui sont traitées. Donc, on est au début d'une belle histoire. Une histoire qui a probablement transformé pas mal de prises en charge. On ne pourra jamais traiter de l'endométriose rectale, mais on pourra en traiter, je l'espère, au moins 70%. Très bien. Alors, à partir de quelle taille de nodule on peut intervenir avec cette technique? C'est comme pour les nodules d'endométriose de paroi dont parlait le docteur Aquin. Je dirais, plus les nodules, enfin, il faut qu'on puisse quand même bien les visualiser à l'échographie, mais ça, c'est pas trop un problème. On a l'habitude. Je dirais que le problème, c'est plus les nodules sont gros, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'encombrement de la sonde. La sonde, elle est volumineuse, comme je vous l'ai dit. On doit gonfler un petit ballonnet pour refroidir la paroi rectale et permettre la diffusion, on remplit le ballonnet d'eau froide, d'eau dégazéifiée, pour permettre la diffusion des ultrasons et refroidir la paroi rectale. Et si vous voulez, le problème, plus le nodule est volumineux, plus il est sténosant, c'est-à-dire plus il bombe dans la lumière de l'intestin, plus on a du mal à passer la sonde. Et ça, c'est véritablement le facteur limitant pour bon nombre de patientes. Donc je dirais un nodule de 2, 3 cm, c'est très très bonnes indications.
Chloé, tu as une question? Là, j'en cherche en plus de réponses, donc pour l'instant, non, je suis en train d'en chercher. D'accord. Alors, en attendant que tu en cherches, moi j'avais une question pour Madame Warenbourg. Vous êtes intervenue sur l'alcoolisation des kystes. Alors, il me semble que vous l'avez dit dans votre exposé, mais si vous pouvez le répéter pour répondre à la question. En cas de récidive, on peut réintervenir. Est-ce que ça ne gêne pas? Jusqu'à combien de fois on peut faire une alcoolisation sans abîmer la réserve ovarienne? Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, pour l'instant, les recommandations, elles sont normalement sur le collège, c'est plutôt une kystectomie. Et que c'est en cas de récidive où l'alternative serait une ponction alcoolisation. Même si j'ai bien précisé effectivement que nous, même en première intention, sur un endométriome, on peut ponctionner d'emblée. Est-ce qu'on peut reponctionner derrière, par exemple, quand ça récidive, quand par exemple on s'aperçoit 2 ans après une ponction, on a de nouveau un endométriome, ça peut être un nouvel endométriome, ça peut être un endométriome de l'autre côté, sur un autre ovaire. Est-ce qu'on peut reponctionner? Oui, bien sûr. Enfin, on n'a pas forcément de limite. À partir du moment où, justement, on a l'impression que ça préserve mieux la réserve ovarienne qu'une kystectomie, il vaut mieux faire plusieurs ponctions alcoolisation itératives que plusieurs kystectomies, plusieurs chirurgies itératives sur un endométriome qui serait récidivant. Après, forcément, plusieurs ponctions alcoolisation, j'ai pas de chiffre à donner à partir de quel moment on va avoir une diminution de la réserve ovarienne. Mais voilà, effectivement, c'est vraiment l'intérêt, c'est sur des endométriomes récidivants, mais peut-être pas que. Voilà, c'est peut-être la question. Ce qui est intéressant aussi, et Sophie, tu l'avais dit dans ta présentation, mais je reviens dessus, on soulage très très rapidement les patientes. Si vous avez un endométriome qui fait 6-7 cm, en fait, est associé à une endométriose profonde, qu'elle soit digestive, qu'elle soit au niveau des ligaments hétérosacrés, du torus uterinum, le fait de vider le kyste, de l'alcooliser, va soulager grandement la patiente et de façon très très rapide, c'est-à-dire quasiment le soir ou le lendemain, on a une diminution très nette de la symptomatologie. Donc finalement, c'est encore une fois, on cherche à soulager les patientes pour cette maladie fonctionnelle. Donc, trouvons des alternatives, et ça c'est une alternative qui me paraît extrêmement intéressante chez les femmes pour préserver cette réserve ovarienne, notamment quand elles n'ont pas de projet de grossesse dans l'immédiat. Par exemple, quand il y a beaucoup de lésions présentes et qu'on a aussi un très gros endométriome, on part un peu du principe qu'on n'a rien à perdre à essayer de le ponctionner pour essayer d'améliorer les symptômes, et ça marche souvent, même s'il y a d'autres lésions qui sont associées, on n'a rien à perdre à essayer de ponctionner, par exemple, un très gros endométriome qui fait 10 cm, plutôt que de parler d'emblée d'une chirurgie hyper radicale avec, par exemple, une résection digestive, etc. Voilà. Très bien. Alors, il y avait une question tout à l'heure, vous avez présenté l'étude en disant qu'il y avait une vingtaine de femmes incluses et 3 qui n'avaient pas été traitées, et on nous demande pourquoi. C'était des patients justement, soit d'une lésion c'est d'ailleurs une patiente de Sophie Warenbourg qui était une lésion idéalement placée, qui était une lésion sur la partie moyenne du rectum, mais la lésion était justement, elle bombait un peu trop dans la lumière intestinale, elle était un peu trop grosse. Et donc on n'a pas pu monter la sonde pour se mettre en regard de la lésion. Et les 2 autres, c'était des lésions qui étaient sigmoïdiennes, c'est-à-dire jonction rectum sigmoïde, donc trop haute. Donc vraiment, c'est important, effectivement, ce que votre précédente question était très, très pertinente, c'est l'IRM pour mesurer la hauteur de la lésion. Si on est à moins de 15 cm, que la lésion bombe pas trop dans la lumière, c'est le cas idéal. Donc aujourd'hui, si on résume, on peut utiliser cette technique d'ultrason pour les nodules sur le bas rectum. Vous allez la tester sur l'adénomyose et sur les cicatrices, sur les lésions de la paroi abdominale, c'est ça? Ce sont les trois principaux points. Sur le rectum, je peux te laisser répondre, Charlie. Excuse-moi, on était un peu en train de discuter sur les 3, c'est-à-dire je vais répondre sur la partie donc rectale, vous l'avez dit, c'est parfait. Il faut savoir que quand on traite un nodule rectal, c'est un nodule qui est au niveau du fond du vagin. On traite généralement dans le même temps, quand la lésion est très centrale en arrière de l'utérus, on traite le torus.
Et chez certaines patientes, on a pu traiter aussi le vagin. Ça nous a d'ailleurs un petit peu fait peur parce qu'il y avait une petite brûlure du fond vaginal, mais qui a complètement cicatrisé. Et à 6 mois, la patiente, je l'ai revue mardi, il n'y a plus aucune lésion vaginale alors qu'elles existaient auparavant. Donc je dirais que, vous voyez, on va traiter le nodule rectal, on profite de traiter le nodule rectal, et finalement, comme le nodule rectal se développe à partir du torus utérinum et parfois des ligaments hétérosacrés, on traite aussi ces lésions. Pour ce qui est de l'adénomiose, c'est un projet qui est encore en discussion. Je pense que on a une véritable intérêt. On a des traitements qui marchent très bien, comme l'a dit le docteur Philippe sur la radiofréquence de la cavité utérine. Mais il me semble qu'il y a une cible qui serait extrêmement intéressante, c'est le traitement de l'adénomiose postérieure chez des patientes infertiles après échec de toutes les possibilités de prise en charge. Et on sait que l'adénomiose diminue les chances d'implantation. Et donc, si on arrive, je dirais, assez facilement par des ultrasons focalisés, avec un traitement précis, comme vous avez pu le voir, si on arrive à faire sur le rectum, on pourrait tout à fait faire la même chose sur la paroi postérieure de l'utérus. On pourrait probablement désactiver cette adénomiose, et pourquoi pas, et moi j'y crois beaucoup, et on en discute avec EDAP, l'équipe de recherche d'EDAP, sur éventuellement développer ce type de traitement. Mais bon, c'est pas dans l'immédiat. La radiofréquence pourrait probablement être faite plus rapidement. En ce qui concerne l'endométriose pariétale, oui, les ultrasons focalisés me paraissent une excellente indication, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de dispositif sur lequel on peut s'appuyer de façon fiable, puisqu'on n'a pas de machine. La machine qui traite en Chine, on ne l'a pas encore en France. On l'aura peut-être. Philippe Descamps, Hervé Fernandez et moi-même, on essaie de tout faire pour développer cette indication en France et le développement de ces dispositifs. Mais très clairement, pour le moment, c'est pas d'actualité. C'est pour ça que nous nous sommes appuyés sur la radiofréquence, qui a déjà, je dirais, pignon sur rue, et donc on sait qu'il marche très bien. Donc je dirais qu'on est très satisfait de cette technique. Est-ce qu'on a besoin forcément de chercher pour le moment une technique d'ultrason? C'est à discuter. Si on devait hiérarchiser, c'est clair que je préférerais me développer, vu que la radiofréquence marche bien sur la paroi, je préfère continuer cette technique qui me paraît très intéressante et se concentrer peut-être sur les moyens de recherche sur l'adénomiose postérieure qui est à mon avis extrêmement prometteuse chez les patientes infertiles. Moi, juste pour compléter ce que dit M. Dubernard, je reviendrai juste sur l'exemple que je vous avais montré. Il y a aussi quand même une vraie problématique de cette chirurgie de tous les jours du torus utérinum, qui est cette endométriose externe, cette adénomiose externe dont j'ai montré l'exemple. On a remarqué et on a alerté et on est alerté par d'autres collègues chirurgiens de l'endométriose sur ce problème, cette problématique de cette lésion fréquente en arrière de l'utérus qui fragilise l'utérus chez des femmes jeunes et pour lesquelles on a peut-être aussi un petit peu banalisé ces chirurgies de l'arrière de l'utérus, alors que on voit apparaître aujourd'hui des complications quand même assez inquiétantes et qui font poser la question de la légitimité du traitement chirurgical dans cette zone-là. Et quand on voit effectivement que en traitant les nodules rectaux, on arrive assez facilement à traiter cette zone-là, ça donne assez envie de proposer ce traitement comme alternative, quitte à ce qu'il soit associé à un traitement chirurgical classique par ailleurs, mais que le traitement de la partie postérieure de l'utérus, finalement, que l'utérus soit un peu sanctuarisé et qu'on essaye de ne pas intervenir dans la partie de l'utérus qui est nécessaire à la grossesse. Très bien. Chloé, alors, oui, moi vas-y. j'ai une question. Ouais. À partir de quelle taille de nodule vous intervenez par ce traitement? De quel traitement en particulier? Le traitement par ultrason. Pour les adénomioses postérieures? Ou pour la radio? Je suppose, oui. Ça n'a pas été précisé. Disait Monsieur Bernard, dès qu'on le voit à l'imagerie, on peut imaginer faire un traitement. Donc pour l'instant, on n'a pas, comme il vous disait, on n'est pas encore complètement d'accord sur les critères exacts d'inclusion. Est-ce qu'on fait plusieurs études différentes? Est-ce qu'on fait une grosse étude de faisabilité où on met un petit peu tout dedans? Mais à partir du moment où les lésions sont visibles en imagerie, en particulier en échographie, puisque ces techniques, comme vous l'a montré M. Dubernard, sont guidées par l'échographie, dès que la lésion est visible, si elle est accessible, elle est candidate. Donc, je ne pense pas qu'on mettra des critères de taille minimale, et après, bon, les tailles maximales non plus ne sont pas forcément
on n'est pas forcément limité par la taille, mais plus par l'accès en profondeur notamment. On parle d'errance diagnostique de l'endométriose. Je dirais que, mais on a bon espoir avec toutes les mesures qui sont prises et qui vont être prises, que finalement le diagnostic soit fait plus précocement. Et je dirais que c'est comme toute prise en charge, que ce soit une tumeur maligne ou une lésion endométriosique, plus elle est petite, plus elle est facile à traiter. Donc, que ce soit par ultrason, on la traitera encore plus facilement, la lésion rectale. Et je pense à la technique développée par Audrey Aquin et Charles Philippe sur la radiofréquence de paroi. On a reçu des patients qui ont des lésions de plus de 10 cm dans la paroi abdominale. Si on avait des diagnostics extrêmement précoces, de lésions qui font, je dirais, 1-2 cm de diamètre, le traitement apparaît extrêmement aisé et il y a zéro risque de délabrement. Donc, je dirais que plus on fait le diagnostic tôt, plus les lésions sont petites. Et effectivement, comme l'a dit le docteur Philippe, il faut qu'on puisse la limite, c'est de les voir à l'imagerie, qu'elles soient symptomatiques et qu'on les voit à l'imagerie. Donc, des lésions à partir de 1 cm, il n'y a pas de technique d'imagerie, que ce soit écho ou IRM, où on voit pas de lésions. Donc, je pense que c'est à peu près des lésions de ces tailles-là symptomatiques. On peut les prendre en charge dans toutes les techniques qu'on vous a proposées. On avait une question sur les douleurs après le traitement par ultrason, des douleurs rectales. Au bout de combien de temps elles disparaissent? La patiente qui a été traitée ce matin, alors c'est un exemple, la deuxième patiente, elle n'a aucune douleur. La patiente dont je vous parlais qui avait cette atteinte vaginale, elle marchait dans les couloirs, je l'avais à peine reconnue quand je l'ai croisée à 4 heures de l'après-midi. C'est très variable, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour aucune des patientes traitées, nous avons dû prolonger l'hospitalisation de plus de 24 heures après le traitement. Et l'hospitalisation, elle était faite parce qu'on réalise des IRM, et c'est le cas aussi pour notre étude actuelle, à J1 post-traitement pour vérifier le ciblage du traitement. Donc, c'est finalement ce qui justifie à l'heure actuelle encore l'hospitalisation de plus de 24 heures. Mais très clairement, une fois que cette étude sera terminée et qu'on aura, je l'espère, la possibilité d'élargir les traitements, c'est des traitements qui pourront être faits en ambulatoire. Ce matin, nous avons fait 2 traitements. On a commencé à 8h, 8h15. À 11h, les 2 traitements étaient terminés. Les patients étaient en salle de réveil. Donc, sous anesthésie ou sous anesthésie générale. Mais il n'y a pas d'obstacle, réellement, je pense, à faire ce traitement dans l'avenir en ambulatoire. Et les douleurs rectales et les rectorragies durent très peu de temps et peuvent durer jusqu'à une petite semaine, mais en allant en diminuant. Très bien. Je voulais d'ailleurs vous transmettre des remerciements. Je vous lis le message. Bonsoir, je voulais juste remercier le professeur Dubernard, le docteur Warembourg et toute l'équipe. Je suis une patiente en cours de traitement, encore dans la chambre. Merci à vous tous. Voilà. Bah, écoutez, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, oui, tout le monde. Alors, vous avez cité 4 autres centres, Lille, Angers, Bordeaux et Paris. Est-ce qu'ils sont déjà actifs sur le traitement? Bordeaux est ouvert, le Kremlin Bicêtre est ouvert, je crois vendredi prochain, Angers sera ouvert et Lille doit être probablement la semaine prochaine. Donc vous avez vu, il y a 38 patients, donc il y aura 4 patientes par centre parce que il faut qu'on accompagne bien évidemment les équipes qui sont motivées, extrêmement motivées. Donc très clairement, ça peut paraître peu, c'est peu, mais l'idée c'est vraiment que la technique doit être maîtrisée, même si la courbe d'apprentissage est probablement pas très longue, mais on doit accompagner les équipes et c'est le secret du succès du développement et de la généralisation de cette technique. Donc on a limité à quelques centres très motivés depuis le départ qui se sont toujours intéressés à ces techniques pour les former sur des candidates idéales. Voilà, donc c'est 4 patientes par centre, les autres seront traités sur Lyon. Très bien. Ok. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors non, il y en avait une dernière. Chloé, tu veux la dire? Celle dont tu m'as dit que tu la garderais pour la fin. C'est la meilleure. Alors. Je ne sais pas. Hop, je la cherche. Oui, c'est celle. Oui, ok. Alors, je suis atteinte d'endométriose stade 4 FIV, pas pu avoir d'enfant, endométriose partout, vessie, intestin, 8 occlusions intestinales,
avec une colectomie, stéréoctomie, sous antidépresseur depuis 20 ans. On m'a mis sous péristine car plus du tout de transit, mais gros problèmes urinaires. Quand je fais un lavement, est-ce que je pourrais avoir recours à cette solution? Au vu de ce que vous dites là, c'est actuellement on n'inclut pas les patientes qui ont eu des antécédents de chirurgie rectale ou colique. Parce qu'on doit gonfler justement le ballonnet, que ce soit un shaving qui peut quand même risquer de fragiliser la paroi. Vous savez, le shaving, c'est on rase les tuniques digestives pour essayer de conserver la paroi rectale, c'est une technique chirurgicale. Ou des chirurgies où il y a eu des anastomoses, qui semble être le cas de cette jeune femme, c'est-à-dire qu'on a suturé l'intestin, et le plus souvent, c'est des techniques d'agrafage. Les chirurgiens digestifs agrafent les deux portions de l'intestin pour rétablir la continuité. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas gonfler le ballonnet sur ces agrafes parce qu'on risque de fragiliser la paroi. Et ensuite, les ultrasons qui sont délivrés, quand ils traversent les tissus, ça pose pas de problème. Quand ils tombent sur une agrafe, ils vont diverger et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller. Et là, pour le coup, on risque d'être particulièrement morbide. Donc très clairement, malheureusement, on réserve ces techniques à des patientes qui n'ont pas eu de chirurgie rectale jusqu'à présent. Ok, merci. Donc, pour conclure, si les patientes sont intéressées par cette technique, en tout cas si elles correspondent aux critères, ou pour savoir si elles correspondent aux critères, elles vous contactent, elles contactent les différents centres également directement, ou ça passe par vous et ensuite vous transmettez? Ils peuvent tout à fait contacter les différents centres. On est en étroite collaboration. Tout est supervisé par effectivement notre secrétariat, l'équipe de recherche clinique d'EDAP. Et donc, il n'y a aucun problème à mon avis pour contacter les différents centres. Et je dirais que si, encore une fois, il y a des candidates dans tel centre ou tel centre et il n'y aura plus de place, on pourra toujours éventuellement les traiter sur Lyon s'il y en a encore des patients par exemple. On travaille tous les 5 centres main dans la main dans le développement de ce projet. Donc j'ai envie de dire à proximité, contacter les équipes. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous envoyer éventuellement par le lien qu'on vous a communiqué un double des documents pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. D'accord. Est-ce qu'il serait possible de remettre le lien justement? Charlie, tu dois l'avoir sur ton diaporama, je crois que c'est le dernier. Charlie, et puis là. Voilà. Super, merci. Et je voulais vous lire du coup un message de remerciement. Donc c'est écrit: patiente traitée par ultrason, un grand merci au professeur Dubernard et au docteur Varembourg. Et oui, 2 heures après l'intervention, j'étais en pleine forme et je marchais, aucune douleur. Écoutez, c'est les patientes qui en parlent le mieux. Exactement. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Un grand merci à toute l'organisation et à tous mes collègues pour leur implication dans la prise en charge pour le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie de nos patientes. Merci à vous, merci de votre disponibilité et d'avoir passé ce moment avec nous pour nous informer. C'est vraiment essentiel parce qu'on sait que parfois il y a des chirurgies inutiles, des chirurgies qui peuvent être délétères et à la qualité de vie et à la fertilité, et que si on peut les éviter, c'est mieux. Bien sûr, il y en aura toujours. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas bénéficier de cette technique, mais en tout cas, c'est bien, surtout quand on est jeune, d'avoir ces indications-là et de pouvoir tester cette approche-là. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je pense Je suis très optimiste en fait dans cette période. Je pense il y a un vrai changement dans les mentalités et vers une évolution vers une chirurgie de moins en moins agressive et qui reste probablement aussi efficace que les chirurgies très très lourdes. Donc je crois que c'est vraiment les états d'esprit sont en train de changer, ça c'est très important. Et puis il y a un autre point à mon avis qui est très encourageant aussi, et il faut trouver les points positifs de cette crise que nous vivons actuellement du Covid, c'est que finalement on voit que la recherche pour les vaccins, la recherche, etc., ça remet la recherche en avant, ce qu'on avait un petit peu négligé depuis de nombreuses années où finalement on génériquait de tous les côtés, etc., ce qui permettait plus de financer la recherche. Donc je dirais que là, la crise que nous vivons nous permet finalement de remettre en avant l'expertise et l'intérêt de la recherche pour le bien-être de la population et de l'humanité. Donc je crois que c'est extrêmement
intéressant et je pense que l'avenir va nous donner des moyens, cette crise va nous donner des moyens supplémentaires pour continuer les recherches. Parfait. Soyons optimistes. Oui, on en a besoin. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir.